Alors aujourd'hui, je vais vous parler des mystères des lignes de Nazca. Nazca, c'est au Pérou. Ça fait hyper longtemps que j'ai envie de vous parler de ce sujet et on m'a invité à le faire, donc je le fais. Il se trouve qu'il y a quelques années, je suis allé au Pérou découvrir justement ces fameux mystères et là vous allez voir, c'est fascinant. Il se trouve que Nazca, déjà c'est une ville du Pérou toute petite qui se trouve à environ 300 km de Lima. D'ailleurs, juste pour vous dire, on atterrit en général à Lima puisque c'est la capitale du Pérou. Par ailleurs, je vous donne une adresse tout de suite de restaurant qui me vient en tête mais pour lequel j'avais eu un souvenir magique, c'est l'eau vive. L'eau vive, pourquoi? Parce que vous avez des sœurs qui vous accueillent, qui vous font à manger et qui chantent l'Ave Maria à 21 h et franchement, j'en ai un souvenir exceptionnel. Alors maintenant, pourquoi j'ai décidé de me rendre à Nazca? Nazca parce qu'il y a un mystère incroyable qui s'y trouve autour des lignes de Nazca. Alors comme vous le savez peut-être, je suis passionné par les civilisations, notamment les Incas, mais aussi peut-être d'autres civilisations non terrestres. Et tout ce qui aborde ces sujets-là me passionne depuis mon enfance où j'ai commencé à étudier ces sujets-là et que je reprends petit à petit maintenant. Alors si vous n'avez jamais entendu parler des géoglyphes de Nazca, je vous invite à suivre cette vidéo jusqu'au bout parce que vous allez voir, il y a des rebondissements incroyables. Et les scientifiques ont trouvé des éléments complètement improbables, mais alors là qui poussent l'ouverture sur l'univers d'une manière gigantesque. Alors ces lignes de Nazca peuvent représenter parfois plusieurs dizaines, voire une centaine de kilomètres en tout cas. Donc la question qui peut se poser, c'est comment des hommes ont pu réaliser des ouvrages pareils, sachant qu'ils n'avaient aucune vue de ce qu'ils faisaient, puisqu'évidemment à cette époque, ça remonte à peut-être, on ne sait pas, en tout cas les premières études sont autour d'il y a 500 ans. Donc comment ces hommes ont pu construire des lignes aussi rectilignes, aussi belles, sans avoir de vue du haut? Et la question qui se pose, c'est est-ce que ce sont les hommes qui les ont construites? Alors laissez-moi vous raconter cette histoire. Alors tout d'abord, j'arrive à Lima, vous l'avez compris, puis on prend le bus pour se rendre à Nazca. Évidemment, c'est un endroit très désertique, on passe par des routes assez étroites parfois. Et puis on arrive à Nazca, une très petite ville qui pourrait peut-être ressembler à des villes autour de la ruée vers l'or qui vendaient des pelles et puis après on partait aller explorer. Eh bien c'est un peu le sentiment que j'ai eu, très bien accueilli, ville très lumineuse, très joviale, on y a bien mangé, etc. Et puis vient un moment la question, comment je vais pouvoir découvrir ces lignes de Nazca? Parce que évidemment vous comprenez bien qu'au sol, au sol, on ne peut pas voir grand-chose puisque si elles s'étendent sur des dizaines de kilomètres, je vais voir juste des traits. Si vraiment je veux les observer, il n'y a qu'un seul moyen, c'est de prendre l'avion et là, tout se corse. Alors, à la base, pas de problème parce que moi, je voulais être pilote d'avion, j'avais failli être pilote de planeur, j'avais commencé à passer une semaine en planeur, etc. Donc, être dans les airs, c'est quelque chose que je connaissais. Mais force est de constater que quand je suis arrivé sur place, je voyais les personnes ressortir de l'aéroport, donc avec des petits avions, et je les voyais un peu avec une drôle de tête. Je me disais, tiens, c'est bizarre, ils sont revenus des lignes, ils n'ont pas l'air si enjoués que ça, alors que c'est quand même un trésor de l'humanité. Dans l'avion, j'ai compris. Dans l'avion, j'ai vite compris parce que le pilote nous a avertis, pour pouvoir regarder les lignes de Nazca, vous n'allez pas bien les voir si je reste comme ça. Il va falloir que je puisse tourner l'avion d'un côté, puis tourner l'avion de l'autre. Alors sur le papier, on a compris, pour prendre des photos, si on veut prendre des photos des lignes de Nazca, on se met au-dessus, on regarde bien, et puis on prend la photo. Sauf que, il s'est passé ce qui s'est passé, c'est que l'avion, d'un seul coup, qui volait tout droit, bam, un coup à gauche, bam, un coup à droite, bam, un coup à gauche, bam, un coup à droite, et quasiment aussi rapidement que ça. Mais au-delà de ça, entrevue fascinante avec cette civilisation qui a construit les lignes, peu importe d'où elle vient, parce que des formes que je vais vous présenter, qui sont en partie mes photos, en partie d'autres photos que j'ai dû prendre parce que je n'ai pas pu tout prendre et je n'ai pas pu tout observer. Mais c'est fascinant de voir des figures très jolies, soit d'oiseaux, soit de plantes, soit figures géométriques,
réalisé avec autant de précision sur des distances aussi folles? Alors là, je me suis posé plusieurs questions. Qui a pu réaliser ces lignes? Dans quel but? Quelles sont les hypothèses? Pourquoi encore aujourd'hui le mystère reste plein? Alors, il faut savoir qu'une Allemande naturalisée péruvienne a consacré toute sa vie, et à la ville de Nazca on la voit dans un musée, a consacré toute sa vie à l'étude de ces lignes, et c'est elle finalement qui a entraîné d'autres scientifiques quelque part à étudier ce phénomène, parce que ce n'était pas simplement un phénomène géologique ou de lignes, c'est que derrière il y a toute une histoire gigantesque qui pourrait révéler des éléments incroyables. Alors ces géoglyphes, ces formes, ces lignes géométriques peuvent représenter tout simplement des formes géométriques très intéressantes, très belles, très alignées, très propres, très pures. Elles représentent aussi des animaux, des plantes, etc. Elles ont été a priori dessinées sur le sol, donc sans aucune vue de ce qui allait se produire réellement. Donc comment s'assurer d'avoir un beau design sans avoir une vue de haut, sans être en capacité de prendre de la hauteur, tel un drone, tel un avion. Et il se trouve que en faisant survoler des drones notamment, on a pu découvrir bien plus de formes, puisque je crois que depuis quelques années, on a réussi à en découvrir 100 ou 150 autres que nous n'avions pas découvert il y a encore 10 ans ou 15 ans. Donc l'apparition des drones a permis d'aller beaucoup plus loin dans la découverte de ces lignes, puisqu'il faut être en hauteur pour les trouver et que les surfaces sont tellement vastes, s'étendent sur des centaines de kilomètres. Donc pour trouver ces lignes, la technologie a pu aider. Alors la prochaine question qui se pose, c'est quelle est l'utilité de ces lignes-là? Pourquoi des hommes ont traversé des centaines de kilomètres, ont creusé dans le sol, parfois jusqu'à 30-40 cm, pour arriver à faire ces lignes, peut-être sur des années et des années et des années? Alors était-ce un moyen de dialoguer avec l'espace? C'est ce que se sont posés les scientifiques. Comme nous envoyons bien des satellites avec des messages pour les extraterrestres, était-ce un moyen pour eux d'envoyer quelque part un message pour le ciel aux extraterrestres au cas où on voit justement ces formes géantes? Était-ce en lien avec les étoiles? C'est fort probable, parce que dans cette région, on voit très bien certaines constellations, certaines étoiles, le ciel est très bien dégagé. Et donc du coup, peut-être c'était un moyen pour eux de transcrire le ciel, qui avait une importance incroyable à l'époque, sur la Terre, et donc quelque part de ramener le spirituel sur la Terre, donc quelque part de devenir de meilleurs hommes en amenant du spirituel dans la Terre et de ne jamais oublier. Donc vous voyez ce rapport au divin, le ciel était vraiment associé au divin, gardait une grande part de mystère. Alors encore aujourd'hui, c'est pas parce qu'on envoie des satellites et des fusées que c'est pas un mystère, puisque récemment on a bien découvert le boson de Higgs dans l'espace sur la vidéo que nous avons fait sur le champ unifié, donc on en découvre tous les jours. Donc on peut penser que cette civilisation était très spirituelle, qu'elle cherchait vraiment quelque part à ramener le paradis sur Terre, tout ce qu'ils pouvaient voir, toutes ces constellations, toute cette beauté du ciel, essayer de ramener ça sur la Terre pour leur rite spirituel, pour leur pratique, pour s'assurer d'être dans un endroit sacré, pour mieux vivre. On peut penser ça, en tout cas les scientifiques et les historiens sont arrivés quand même à ce genre d'hypothèse. Mais il n'en reste pas moins qu'il reste énormément d'énigmes autour de sujets, et là nous allons partir loin. Accrochez-vous. Comment est-il possible de bâtir, de construire, de creuser des lignes aussi belles, aussi parfaites sur des centaines de kilomètres sans avoir une vue du ciel? C'est quasi impossible. Une autre question a intrigué certains scientifiques, c'est que certaines espèces d'animaux, notamment d'oiseaux, dessinés, n'étaient pas des espèces locales. Comment ces civilisations-là ont pu dessiner des espèces qui n'étaient pas locales, c'est-à-dire dans leur quotidien? Alors très vite est venue la question, est-ce vraiment une construction humaine? Est-ce qu'il pourrait s'agir d'autres civilisations? D'autres civilisations qui auraient un intérêt à venir creuser ces lignes dans le sol, soit seules, soit en partenariat quelque part avec les êtres humains sur place. D'autres questions comme est-ce qu'il s'agirait de codes secrets, de symboles, de messages à garder pour finalement l'universalité, pour l'éternel, des messages qui resteraient ancrés dans la terre à tout jamais?
A priori, ces symboles seraient très liés aussi notamment à la constellation d'Orion. Et ce rapport à l'espace est toujours présent. Et quand je parle de ce rapport à l'espace, il a même été trouvé sur Mars des lignes similaires. C'est comme si ces lignes de Nazca avaient quelque part certains doublons sur Mars. C'est fascinant et c'est ce qui a mis la puce à l'oreille aux scientifiques qu'il y a quelque chose d'étrange qui pouvait se passer derrière ce phénomène. Et est-ce que ces lignes étaient vraiment humaines? Sur un plan énergétique, il y aurait une ligne énergétique entre Nazca, ces lignes de Nazca, ce site-là, et d'autres sites comme l'ancien site Atlantide, comme les pyramides d'Égypte, comme le lac Titicaca. Et je voudrais revenir sur le lac Titicaca puisque j'y suis allé aussi pour me rendre compte de cette énergie. Et c'est vrai que sur le lac, c'est juste incroyable, hein. C'est un lac qui est à peu près à 4000 mètres d'altitude. Je m'en souviens bien parce que ce jour-là, j'ai eu très mal à la tête parce qu'évidemment, on est en haute altitude. Quand on n'est pas préparé, eh bien, il peut se produire ça. Et heureusement, j'avais un médicament que m'avait donné un médecin, sinon je n'aurais peut-être pas pu rester. Et le soleil qu'il y a à cet endroit-là est juste incroyable. En pleine journée, évidemment, on a rencontré quelques habitants. Voilà, c'est juste totalement différent ce qui se passe là-bas. Il y a une énergie incroyable. Et donc, ces lignes de Nazca seraient aussi liées au lac Titicaca. Les scientifiques maintenant, certains en tout cas, parlent même de portail énergétique, comme s'il y avait un espèce de portail en triangle, voilà, avec des alignements un peu de planètes. Et se pose la question, mais si tout avait été conçu exprès, si finalement ces sites-là avaient été mis dans un certain ordre, pour quelles raisons auraient-ils pu être mis ainsi? Alors, je ne vais pas pouvoir aller tellement plus loin en termes de réponse parce que voilà, les études sont encore en cours sur le sujet, mais j'aimerais quand même aller plus loin. Êtes-vous prêts? Il y a 3 éléments encore que j'aimerais vous donner sur ces lignes de Nazca. Premièrement, les scientifiques commencent à étudier une nouvelle hypothèse. Est-ce que ces lignes de Nazca ne sont pas des signes pour pouvoir faire atterrir des aéronefs comme pour un aéroport? Comme si on aurait pu se dire, bah tiens, ici tu vas atterrir pour cette fonction-là avec tel appareil. Ici tu vas plutôt atterrir pour faire ça, pour faire ci avec telle orientation. Ces lignes de Nazca avec ces symboles et ces formes ne seraient pas un moyen d'entité de l'espace pour trouver leur chemin, se repérer quelque part sur la planète et savoir où atterrir et comment et avec quel type d'engin. Waouh! Là, on est parti très loin et c'est une hypothèse très sérieuse. Deuxièmement, je vous l'ai dit déjà, mais ces lignes, certaines de ces lignes ont été retrouvées, pas tout à fait identiques, mais pas loin sur Mars. Et la question qui peut se poser, c'est, puisque Mars n'est pas habité, a-t-elle été habitée? Ou est-elle encore habitée? Et sous-entendu, on ne le saurait pas. Mais ces lignes ont été retrouvées aussi sur Mars, ce qui a conduit les scientifiques à se dire « Waouh, là il y a quelque chose qui nous dépasse et que peut-être ce n'est pas des êtres humains qui ont construit ces lignes. » Troisième élément, et pour lequel je ferai peut-être d'autres vidéos si ce format vous plaît, qui va tout aussi loin, peut-être plus encore, c'est qu'il aurait été repéré grâce à des algorithmes, notamment par l'intelligence artificielle, sur Mars et sur la Lune, sur les faces cachées, des construction entre guillemets non naturelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'algorithme a repéré tout simplement des zones en répétition, soit de carrés, soit de rectangles, puisque la nature a très peu de carrés, très peu de rectangles, et avec des formats qui se répètent assez précis de manière rapprochée. Et donc en apprenant à un algorithme que s'il y a des formes carrées et des formes rectangulaires de manière répétée, eh bien qu'il nous les montre. Et ils ont trouvé que sur la Lune et sur Mars, il y avait des formes assez étranges, carrées, rectangulaires, qui sont plutôt en général l'intervention d'une civilisation qui aurait plus de mal à se reproduire naturellement, voire quasi impossible. Alors là, ça laisse le champ complètement ouvert à de plus grandes énigmes encore, et dont peut-être je vous reparlerai dans une prochaine vidéo si vous me dites en commentaire que ce type de vidéo vous a plu, parce que cette vidéo elle est là pour élargir les consciences. Il ne s'agit pas de croire, de ne pas croire. Moi, je n'ai rien à vous transmettre quelque part dans cette vidéo, juste à ouvrir quelque part les chakras, juste ouvrir les points de vue, comprendre que peut-être il se passe des choses dans l'univers et que quelque part toute notre vie est une quête de soi-même et peut-être des champs de l'univers, d'énergie, de civilisation et que sais-je
encore. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker cette vidéo pour nous dire de continuer, à commenter évidemment, à la partager à un proche si ça peut les intéresser ce type de sujet et puis à vous abonner parce que en tout cas moi j'espère en faire d'autres et je vous dis à très vite.